rentrer un peu plus dans le détail du premier atelier que vous êtes proposé, puisque c'était un atelier autour de la dégustation, autour de l'approche à la fois sensitive, mais aussi un peu technique, justement, de la dégustation. D'abord, un petit mot de présentation. Donc, je m'appelle Philippe Forbrac. J'ai un restaurant à Paris depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle le Bistrot du Sommelier. C'est un lieu dans lequel on met en valeur ce qu'on aime partager, c'est-à-dire à la fois une cuisine de qualité, authentique, avec des produits effectivement sourcés le mieux possible, et des vins ou des boissons interprétés autour d'accords mets et vins. D'ailleurs, un petit cadeau pour vous aujourd'hui, au moins pour vous présenter, j'ai sorti un livre sur les accords mets et vins, une sorte de best-of de mes meilleurs accords, voilà, que j'ai apporté pour pouvoir le laisser ici au lycée, pour l'offrir à la classe de sommellerie que je salue, et son professeur également. Et j'ai la chance en plus cette année d'être le parrain de votre établissement, puisque je suis venu, peut-être certains l'ont su ou étaient présents, je suis venu en début d'année pour lancer officiellement cette année scolaire. C'est un grand privilège pour moi d'être effectivement le parrain du lycée Guillaume Tirel cette année. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aussi, même si j'accompagne ces rencontres des chaînes de demain depuis un certain nombre d'années. C'est toujours un vrai bonheur. Donc un petit mot déjà de mon parcours. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est la façon que nous sommes masqués qu'on ne peut pas parler. Vous pouvez sourire aussi, que ce soit avec les yeux. C'est important ne serait-ce que pour garder cette convivialité et cet échange qui peut se passer, même si la période est effectivement un peu particulière, même si on peut évoquer plein de choses un peu plus anxiogènes. Il faut garder, bien entendu, vous êtes jeune, il faut garder le cap, le moral, c'est une mauvaise passe. Effectivement compliqué pour nous tous, mais demain, bravo, et demain, on va pouvoir s'en sortir de tout ça. En tout cas, j'y crois fortement, et vous, à votre âge, c'est évident que vous y croyez encore plus que moi, presque, mais en tout cas autant que moi. Donc, n'hésitez pas à réagir, tout ça, nous sommes entre nous, on partage, parce que notre métier, c'est le partage. Notre métier, c'est pas juste de dire, on va faire un bon plan, ça va être joli, etc. C'est faire quelque chose comme une offrande à quelqu'un d'autre. C'est magnifique, que ce soit au niveau de la production culinaire, pour faire des cuisines, mais la même chose pour la salle dans laquelle la sommellerie est l'un des aspects, mais le service, l'accueil, le vestiaire, la caisse, tout ça est important, ce sont des maillons absolument nécessaires, effectivement, à la fois au bon fonctionnement de l'entreprise, mais également au bon fonctionnement social des gens qui travaillent dans l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est une idée, c'est un principe, des financiers aussi, c'est important, mais c'est surtout des gens, des personnes, des hommes et des femmes qui effectivement travaillent ensemble d'abord et qui travaillent avec comme finalité de recevoir les gens, de les accueillir, de les servir, et c'est très noble de servir les gens parce qu'ils sont là effectivement pour profiter de notre service et de notre savoir et de partager nos conseils. Voilà. Donc moi je suis cuisinier de formation, j'ai fait un BEP SAP pour commencer, j'allais dire, ma carrière dans le métier. Ensuite, j'ai fait un brevet de technicien hôtelier avec une option qui était service, complément de la formation. Ensuite, j'ai fait un BTS de gestion, d'abord ça s'appelait génie culinaire, donc avec une vocation un peu cuisine, mais en même temps gestion, langue, etc. Et au fil de ces 6 années d'école hôtelière, finalement, j'ai appris, comme vous le faites en ce moment, plein de choses super intéressantes. J'ai fait les côtés de Sisteron, Grenoble et Nice, étant né dans le sud, du côté de Marseille, ayant grandi entre Marseille, les Alpes, la Provence, la vallée du Rhône. Logiquement, j'ai fait mes études dans ce qu'on a de France. Et puis ensuite, le monde du vin, de la sommellerie, m'a interpellé parce que je me suis dit, mais c'est bien de faire des plats, mais qu'est-ce qu'on va boire avec? Et si on boit une bière, de l'eau, un jus de fruits, un saké, un vin, un vin effervescent, un vin blanc, un vin rouge, un vin rosé, etc., un vin moelleux, est-ce que ça va changer finalement la perception que j'ai, qu'on peut avoir, qu'on va transmettre pour les clients qui viennent ou les amis? Et finalement, la réponse était oui. Donc j'ai essayé de comprendre un petit peu ce mécanisme et la passion du vin, de ces terroirs, de ces histoires, de ces gens, des voyages que j'ai pu faire depuis, etc., m'ont amené donc à choisir la sommellerie comme carrière et à monter mon propre restaurant il y a 36 ans maintenant. Et de gagner différents titres, puisque j'ai eu le privilège d'être le meilleur jeune sommelier de France en 84, de gagner le concours de meilleur sommelier de France en 88,
de devenir meilleur sommelier du monde en 92 et d'avoir créé le concours des meilleurs ouvriers de France en 2000 et d'avoir été reconnu meilleur ouvrier de France à titre honoris causa en 2015. Enfin voilà, quelques facettes de mon parcours. J'ai le privilège aussi d'être depuis 2016 maintenant le président de l'Union de la sommellerie française. Je suis très heureux à ce titre aussi de pouvoir être avec vous et de partager la vision de mon métier. Et je suis également élu au niveau international puisque je suis membre du bureau de l'Association mondiale des sommeliers depuis un certain nombre d'années. Voilà, j'ai différentes fonctions, ce qui fait que même dans cette période particulière de confinement, malheureusement, et je compatis avec tous mes amis restaurateurs et tous les jeunes qui sont ici présents ou sur les écrans, qui ne peuvent pas aller travailler, faire leur stage, aller en apprentissage d'établissements qui sont fermés, je compatis bien entendu, j'en subis aussi moi les conséquences au niveau de mon restaurant. Mais on a la chance dans le métier, quand on est passionné, de pouvoir faire plein de choses finalement. De pouvoir diffuser sur les réseaux aussi ces idées, voilà, tous les lundis soirs à 18h30. N'hésitez pas à regarder sur Instagram et sur Facebook aussi. Je fais des lives où j'invite par exemple des restaurateurs, des cuisiniers, des sommeliers, voilà, des personnalités passionnées à partager avec nos moments pour garder le lien, pour continuer, j'allais dire, à réfléchir, à partager ensemble, pour pouvoir faire profiter effectivement les gens qui nous suivent, pas physiquement ou moins physiquement en ce moment, mais en tout cas toujours de cette expérience et de ces souvenirs. La thématique du jour, je me sens passionné, donc ça me fait plaisir que vous soyez attentifs comme ça. La thématique du jour est de parler de la dégustation, et notamment de l'influence, notamment de quelque chose qui est courant, un verre c'est courant, vous mettez la table, on y boive de l'eau, dans le verre à eau que vous avez ici, qu'on y boive éventuellement du vin dans un verre un peu technique qui s'appelle le verre INAO. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine et de la qualité. D'ailleurs, maintenant, c'est un terme qui a été rajouté, qui est assez logique. Ou alors un verre ici qui s'appelle le verre Macaron, qui est une création de chef Essonné il y a quelques années, sur lequel j'ai participé en plus à la création. Je vais vous expliquer le cheminement de ce verre. Quel que soit j'allais dire, le moment où on s'assoit, en général, on a un verre. Sauf qu'il y a verre et verre, et que les verres ont des fonctions particulières, et qu'en fonction effectivement de ce que l'on goûte, et si on a la chance de goûter, ce qu'on va faire ensemble, le même produit, en l'occurrence on a choisi un vin blanc et un vin rouge pour goûter ensemble aujourd'hui, mais le même produit dans deux types de verres différents, eh bien on a effectivement quelque chose qui se passe différemment, le ressenti émotionnel, la technique même de création du verre, et la fonction du verre, effectivement, n'est pas la même en fonction de la forme de ce verre. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous savez un peu comment on appelle les différentes parties du verre ? Un verre, c'est un verre, hein. Mais cette partie-là que l'on pose sur la table, ça s'appelle le pied, exactement. Bravo. Donc, c'est mieux de marcher sur ses pieds. Voilà. Et donc, on tient le pied. Ensuite, la partie ici, entre le pied et la partie supérieure ici, ça s'appelle... Et le pied, la jambe. On appelle ça aussi une tige. Et la jambe, c'est pas mal aussi. D'accord. Ensuite, la partie, alors c'est compliqué avec le micro, tout en faisant ça, mais la partie ici, c'est la partie qui reçoit finalement le liquide. Ça porte un nom particulier aussi. Ça s'appelle. Il y a plusieurs termes, mais on appelle ça le calice. Mais on appelle ça aussi le gobelet. Parce que finalement, s'il n'y avait pas le pied ni la jambe, on est assez proche du verre à eau, qu'on appelle souvent le gobelet à eau. Donc les verriers, les techniciens verriers appellent ça plutôt le gobelet. Nous, en termes de dégustation, on parle plutôt du calice, qui est la partie supérieure. Et cette partie supérieure, on est assez éloignés les uns des autres. Je vais peut-être enlever mon masque parce qu'on a les distances largement de sécurité les uns des autres. Donc ne me veuillez pas, mais je pense que ça sera plus confortable pour tout le monde. Donc dans cette partie du calice ici, on a à la fois le fond du calice, qu'on appelle la chambre d'oxygénation, qui reçoit finalement le liquide. On a une partie entre cette partie-là de chambre jusqu'au sommet du verre, ce qu'on appelle la cheminée d'oxygénation, de révélation. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans cette cheminée. Et puis une partie ici qui sort, qui est la partie supérieure, à l'opposé du pied, qu'on appelle le buvant. C'est assez logique parce que c'est l'endroit où on va boire, finalement, on va poser nos lèvres. Voilà, donc l'équilibre de ces différentes parties du verre
techniquement, vont permettre effectivement d'orienter le verre sur différentes vocations. L'influence du verre est telle que finalement on essaie de normaliser les choses. Quand on compare et qu'on goûte et qu'on juge des vins pour des compétitions de vins, par exemple, au Général Agricole, par exemple à Paris, ou la foire des vins de Mâcon, d'Orange, d'ailleurs, les Vinaliers internationales organisées par les œnologues de France ou autres, si on veut être crédible dans sa comparaison des différentes boissons qu'on nous propose, il faut les déguster dans un verre repère, un verre de référence. C'est pour ça que dans les dégustations, on vous donne une série de verres, ça tous les mêmes verres, d'accord? Et pas des verres petits, des grands, des larges et des voilà. Donc, en fonction, effectivement, de cette information, on a essayé il y a quelques années de normaliser un verre avec, fait par l'AFNOR, qui est l'organisme de certification, et on travaille avec l'INAO pour essayer de déterminer le verre, quelque part, repère. Ce n'est pas le verre le plus agréable pour déguster, pour boire réellement quand on veut se faire plaisir. Par contre, c'est un verre très technique, vous allez voir tout à l'heure, qui permet de décrypter un certain nombre d'informations. Et surtout, à partir du moment où on a une série de verres INAO, on sait que le jugement par rapport à ce qu'il y a dans le vin n'est pas influencé par le verre, mais juste par la qualité du vin lui-même, ou de la boisson elle-même. Voilà. Donc, quelle est la différence essentielle entre ces deux verres? C'est évident que la forme n'est pas du tout la même, que la capacité n'est pas du tout la même, que la taille n'est pas la même, et que la forme n'est pas la même, puisque là on a un verre avec un fond qui est relativement évasé, alors que dans le verre INAO, on a un fond qui est relativement concentré. Et on va le voir, parce qu'on va servir, on va demander à nos amis sommeliers peut-être de nous rejoindre avec le premier vin, le blanc, hein, le Vaqueras blanc. Comme ça, vous allez voir un sommelier œuvrer, il va ouvrir la bouteille, il va vous servir, et ça pendant que je continue à parler. Effectivement, quand on met la même quantité dans deux verres de formes très différentes, même au niveau de la couleur, on a l'impression que ce sont des choses différentes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de masse. Plus petit, plus concentré, dans le verre INAO par exemple, on a une concentration automatiquement qui est plus importante au niveau de la couleur, simplement, hein, que dans un verre où c'est plus évasé, puisqu'on étale finalement la couleur, tout simplement. Donc on va vous montrer ça. Ensuite, le buvant a beaucoup d'importance. Là, vous l'avez sous les yeux, vous pouvez faire comme moi, prendre vos deux verres pour les comparer. Dans le verre INAO, la forme ici de l'angle du buvant, elle est comment? Regardez vous les uns les autres, c'est comment? C'est un angle rentrant, d'accord? Si vous prolongez la forme du verre en haut, ici au niveau du buvant, en prenant comme base effectivement la cheminée ici extérieure, vous avez un angle rentrant. Et quand vous regardez plus en détail ici le verre macaron, vous avez un angle légèrement retroussé. D'accord? Et parfois vous avez des verres, sûrement plein d'exemples en tête, de buvants évasés vers l'extérieur. Donc soit il est rentrant, soit il est sortant, soit il est retroussé. C'est les trois types de buvants. Et ça a une importance aussi, vous allez vous en apercevoir hein, dans un instant. C'est bon pour le vin blanc? Nos amis sommeliers? Ils sont partis, ils arrivent, non? Est-ce que l'idée c'était de venir l'ouvrir ici pour montrer l'ouverture? C'était ça l'idée que j'avais suggéré tout à l'heure, mais sinon c'est pas grave, hein, on le fera pour le rouge. Hein. Mais l'idée c'était de venir ici pour montrer le sommelier ouvrir, le geste auguste du sommelier. L'ouvreur, voilà, mais ça a été bien réalisé, jeune homme. Allez, on va mettre, l'idée étant, vous avez tous compris, hein, de pouvoir, alors effectivement, vous avez une deuxième bouteille, oui. Donc de servir d'abord dans le verre INAO, donc allez-y, je vais dire à peu près la quantité. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc si on peut réaliser cette performance de servir tous nos amis sur la même quantité, c'est parfait. Parce que pour comparer ce qui est comparable, il faut effectivement qu'il y ait quelques paramètres communs. Donc notamment la même quantité dans les deux verres, d'accord? Donc là, le verre INAO, à peu près 2 cm de service, d'accord? Et on va vous servir donc celui-là. Si quelqu'un en parallèle peut effectivement servir la deuxième bouteille dans le verre macaron, de vin blanc, pour pouvoir effectivement faire le tour, parce que je pense... Et oui, il faut dans le deuxième verre, effectivement, la même quantité du même vin blanc. Comme ça, ça va permettre effectivement de pouvoir faire ce test-là. Et alors, j'en profite, le temps que nos amis sommeliers s'occupent de nous, c'est formidable, on est gâtés aujourd'hui, hein, pour vous parler d'autres choses qui concernent le verre.
c'est la façon dont on tient le verre. Et ça, c'est aussi très important. Vous savez qu'un verre, on peut le tenir de différentes façons. Soit vous pouvez pincer ici le pied, par exemple. Et vous avez peut-être vu déjà ce geste fait par des dégustateurs dans des salons ou même à l'école, etc., autour de vous. C'est un geste effectivement qui permet d'éloigner la main du buvant, puisqu'on est vraiment à l'extrémité du verre, et effectivement de faire en sorte que ce soit un geste tout à fait particulier. Je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième façon de tenir le verre, c'est ici par la tige ou par la jambe, d'accord? C'est souvent ce que vous devez remarquer, en tout cas j'espère, parce que c'est la façon en général dont on doit tenir le verre. Et puis, on peut arriver aussi qu'on tienne le verre comme ceci, d'accord? Vous avez déjà, vous peut-être déjà fait ça. C'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste une remarque. Ou des gens qui le tiennent comme ça. Finalement, quelle différence il y a? D'abord, si vous voulez comparer effectivement deux vins ou deux boissons, vous devez le tenir toujours de la même façon pour avoir effectivement ce bon repère. Et ensuite, qu'est-ce que ça a comme incidence sur la dégustation? Eh bien, comme vous éloignez le bras ou les doigts, ici, vous allez être obligé de faire un geste plus ample. Donc, ça veut dire monter plus haut le verre. Si vous montez plus haut le verre en buvant, il va tomber plus rapidement. Et donc, vous allez activer déjà les dents, le dessous du palais, et vous avez une lecture totale, très technique, pas toujours la plus agréable, mais en tout cas très pertinente de ce que vous goûtez, de la boisson que vous goûtez. Et souvent, en le tenant comme ça, vous avez l'acidité qui ressort davantage, voire les tanins du vin, cette astringence particulière, obtenue grâce aux polyphénols notamment du vin, qui ont pas mal de vertus, mais qui permettent aussi d'avoir de la structure et de donner de la longueur au vin. Si vous le tenez à l'extrémité, on va faire le test ensemble, hein. Si vous le tenez à l'extrémité ici, plutôt en prenant en pleine main le verre dans son calice, là, le vin, vous êtes obligé de faire un geste beaucoup plus facile, et le vin va partir plus loin dans le palais, et vous n'allez pas avoir cette lecture totale, vous allez avoir plutôt une finalité qui arrive rapidement, hein, avec plutôt le côté rond, généreux, moelleux, l'alcool qui va ressortir, et un vin plus court et moins analytique. C'est la raison pour laquelle souvent on fait tourner le vin dans la bouche pour faire en sorte que l'ensemble des papilles gustatives soient activées. Et si vous le prenez comme ceci, comme je vous suggère de le faire, là vous allez avoir un geste qui va être plus harmonieux, l'oscillation du verre va être plus élégante, et surtout le vin va tomber au début du palais, mais moins violemment que lorsqu'on le prend plus bas. Et là, vous allez avoir une lecture plus agréable, un vin plus équilibré, en tout cas il sera le plus équilibré possible par rapport à cette structure elle-même, je veux dire, hein. Et en tout cas qui va vous donner souvent plus de plaisir et en tout cas plus de pertinence sur la partie dégustation. Mais ça serait intéressant, dès qu'on a fini effectivement de faire le service, de pouvoir faire l'exercice ensemble pour que vous puissiez effectivement voir et comparer in situ ce que je vous raconte. Je suis ravi que vous soyez attentifs et j'espère que vous me croyez. Mais ce qui est important dans la vie, c'est de faire sa propre expérience. C'est ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui tous ensemble. Alors, je ne sais pas si vous qui nous écoutez à distance, vous avez la chance ou la possibilité aussi d'avoir quelque chose à goûter, mais faites l'exercice chez vous, voilà, ou en classe ou avec le professeur à une autre occasion. Je pense que ça vaut vraiment la peine effectivement de s'intéresser à ça parce que c'est un vrai message particulier et surtout ça permet quand les clients, si je peux avoir un peu aussi voilà, dans ce verre-là, ça me permet aussi de comprendre parfois la réaction de certains clients qui vous disent « Ah mais ce vin est trop mou, trop rond, etc. » Puis il le prend en pleine main pour le goûter. Effectivement, ben, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis ensuite, il peut aussi très bien vous dire « Ah, ce vin il est un peu acide et tout ça », puis il le prend un peu trop bas. Et si vous le dites juste, remontez un petit peu, faites l'expérience comme ça, je vous suggère, ou je vous invite à faire cette expérience-là. Je pense que c'est un plus indéniable et les gens que vous croisez, les clients, vos amis, votre famille, etc., qui vous êtes amenés peut-être à déguster, vont être assez contents de cette remarque particulière. Alors, là, on a deux vins. Alors, on a deux vins. La remarque, ce sont deux bouteilles différentes. Et donc, on voit déjà que même avec deux bouteilles différentes, du même vin, on a deux couleurs différentes. C'est-à-dire qu'on a une évolution différente. On est sur un vin Keras
Baccarat, c'est un vin des Côtes-du-Rhône. Je ne sais pas si cette appellation vous parle. Donc, Côtes-du-Rhône, c'est du côté d'Avignon, par exemple, ici, sachant que la vallée du Rhône viticole commence à Nîmes et finit à Vienne avec le Côte-Rôti au nord. Vous avez quelques jolies cartes tout autour de vous, vous pouvez jeter un œil ou lever les yeux. Et elle descend jusqu'à Nîmes, avec comme vignobles principaux dans la vallée du Rhône, les rouges de Côte-Rôti, Hermitage, Cornas, Saint-Joseph, etc. Et puis plus au sud, toujours dans les rouges, Châteauneuf-du-Pape, qui produit essentiellement du rouge, Baccarat qui produit du blanc et du rouge aussi, et même du rosé d'ailleurs, Lirac, vous avez des appellations comme Gigondas qui font des rouges et des rosés magnifiques, et puis il y a d'autres blancs, enfin les Condrieux, etc. Je ne sais pas si ces noms vous parlent. En tout cas, je suis sûr qu'ils vous parleront un jour parce que c'est une région qui recèle de très beaux domaines et de très jolis vins. Là, on est sur un assemblage de cépages. Le cépage, c'est une variété de plante de vigne, donc un raisin particulier, souvent du grenache blanc, souvent du bourgoulec dans cette partie de la vallée du Rhône. Et c'est cet assemblage entre ces deux cépages qui vont donner effectivement la personnalité à ce vin, qui est du millésime 2013, ce qui explique effectivement un peu la coloration, notamment du verre qui est servi dans le verre Baccarat, donc le plus grand verre, par rapport au premier. Et il est produit par la cave Balma Vénitia, qui est la cave des coopératives de Beaume de Venise, mais qui produit également des vins du même secteur. Venise étant très connue pour son muscat, qui est le premier vin que j'avais goûté depuis pas ma vie, et qui finalement me donne un jour envie de faire ce métier. Si un jour vous goûtez ce muscat de Venise, peut-être que ça va vous inspirer. Ce que je vous suggère, c'est que vous preniez tous le verre Iénao, comme ceci, d'accord, donc ce verre-là. Hein. Et si vous, quand vous le prenez comme je vous l'ai suggéré tout à l'heure ici, parfait, les uns et les autres. Quand on déguste un vin, d'abord on fait quoi? On regarde la couleur. D'accord. Le premier sens qui est en éveil finalement, souvent, c'est l'œil. Et c'est un sens extrêmement important. Hein. Si vous aviez, c'est compliqué à hiérarchiser finalement les sens les plus importants dans la vie, est-ce que l'odorat, le toucher, ou l'ouïe, ou la vision finalement, qu'est-ce qui vous serait le plus dommageable? Je pense que l'œil est quelque chose qui est très important dans la vie. Oui. Oui. Je l'ai expliqué déjà, je l'ai dit d'ailleurs. C'est la cave de Balma Vénitia, à Beaume de Venise, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais je ne le répète pour comme ça tout le monde est au courant d'où il vient, d'autant plus. Merci. Merci beaucoup. Et donc, oui, avant de rappeler effectivement la production, je disais que dans l'hierarchisation des sens, l'œil est quelque chose qui est très important. Si on vous dit, oui, moi je n'aimerais pas perdre l'odorat et tout ça, peut-être certains l'ont perdu pendant cette période de Covid, j'espère que vous n'avez pas été trop touchés, vous ou dans votre entourage, mais voilà, moi j'ai eu le Covid dans le premier confinement, en mars-avril, là, j'ai eu 8 jours sans goût, j'étais un peu perturbé, mais j'étais un peu perturbé, j'ai retrouvé heureusement mon goût, etc. Si on perd la vue, c'est très compliqué, très compliqué. Alors voilà, tous les sens sont importants, j'espère que vous n'allez jamais les perdre, et que vous allez au contraire les développer et profiter de cette acuité visuelle pour remarquer, et c'est intéressant, déjà parce que c'est une information complémentaire, 2 bouteilles, 2 couleurs différentes. Qu'est-ce qui fait que la couleur est différente alors que c'est le même vin du même domaine? C'est l'évolution dans la bouteille, c'est un vin de 2013, donc le bouchon notamment est quelque chose qui fait vivre le vin et qui effectivement va pouvoir plus ou moins développer ou transmettre un peu d'oxygénation. Et donc on arrive effectivement de cette deuxième bouteille à un message visuel et sûrement gustatif également un peu différent puisqu'il y a un petit plus d'oxydation, d'évolution dans le deuxième verre que dans le premier verre. Mais ça ne nous empêchera pas de comparer les choses, d'accord? Donc on a un vin blanc à la couleur effectivement jaune-or. Dans ce cas-là, il y a encore des reflets légèrement verts, donc on sent la jeunesse finalement de son évolution. Dans le deuxième, on a davantage de doré, voire légèrement un peu vieillard, et là on voit effectivement l'évolution. Deuxième information au niveau toujours de l'œil, quand on fait tourner légèrement, je vous invite à tourner légèrement, alors soyez à l'aise, éventuellement tournez-le à plat sur la table si vous ne vous sentez pas trop confortable, tourner
le verre, on s'aperçoit qu'il y a des petites larmes à l'intérieur du verre. Ces larmes, c'est le marqueur de la différence de densité qui existe entre les deux composantes essentielles du vin. C'est quoi les deux composantes essentielles du vin, à votre avis? Est-ce que quelqu'un a une idée? N'ayez pas peur de dire des bêtises, franchement, nous sommes entre nous. Il n'y a qu'1 million de personnes qui nous suivent sur les réseaux, tout ça, donc vraiment, il n'y a pas de problème. Hein. C'est quoi le vin? La composante, la principale composante, c'est quoi? C'est pas que pour le vin, hein. C'est pour tout liquide. Hein. C'est quoi? C'est de l'eau. Voilà. Ceux qui l'ont dit, pensé, c'est vrai qu'il y a des masques, je ne sais pas, c'est compliqué à avoir vos lèvres, mais c'est de l'eau. Et la deuxième composante du vin, c'est l'alcool. Hein, c'est l'alcool. Donc c'est une combinaison hydroalcoolique, le vin. D'accord? Mais c'est la même chose pour les spiritueux. Hein. Quand on parle d'alcool, pour, je sais pas, de la vodka, du gin, du cognac, etc., c'est une partie d'ailleurs, il y a un pourcentage d'alcool qui est obligatoirement marqué sur les bouteilles. Un vin, ça fait entre 12 et 14,5 degrés. Un spiritueux, c'est en général autour de 40 degrés. D'accord? Donc ça, c'est le pourcentage d'alcool. Et l'essentiel, même dans un alcool, c'est de l'eau. Hein, d'accord? Et après, il y a plein de substances particulières, d'acides aminés ou autres, en tout cas plein d'éléments particuliers, de vitamines, de pigments colorants, etc., qui rentrent dans la composition, bien entendu, du vin et qui vont faire toute sa subtilité particulière. Ce n'est pas juste un mélange d'eau et d'alcool qui est simple. Au contraire, c'est un mélange extrêmement complexe d'une multitude d'autres petits éléments particuliers. D'accord? Donc voilà, on a déjà dit un certain nombre de choses et on n'a pas encore goûté le vin, même pas encore senti. Donc je vous invite maintenant à passer une étape qui est souvent très agréable, qui est de venir sentir effectivement le vin. Donc là, vous êtes obligés, voilà, un petit peu, mais vous êtes relativement bien isolés les uns les autres. Donc vous pouvez baisser un petit peu légèrement vos masques pour profiter effectivement de la partie dégustation. Et là, vous sentez quoi? D'abord, est-ce que ça sent quelque chose? Première question. Est-ce qu'il y a une certaine intensité aromatique ou est-ce que c'est discret? Deuxième question. Ensuite, est-ce que ça sent bon? On n'aurait presque pu commencer par ça. Parce que ça peut sentir bon et puis des fois, ça peut sentir moins bon. Est-ce que ça vous plaît? Parce que c'est pas parce que ça sent bon et que le vin est bon qu'il va nécessairement vous plaire. Ça, c'est des petites questions spontanées que vous posez. Et en toute franchise, vous êtes obligé de les exprimer, en toute franchise, il y a des choses sur lesquelles moi je vais adorer parce que ça correspond à mes repères. Il y a des choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui, que vous comprenez peut-être demain ou pas, parce que ce ne sont pas du tout vos repères, qui sont des repères à la fois d'expérience, des repères culturels, mais aussi des repères liés à la situation particulière. Quand on parle d'accord mets et vins, je raconte dans mon livre, il y a des vins qui, goûtés seuls, ne parlent pas trop, ne vous interpellent pas, ou des fois vous interpellent pas nécessairement positivement. Et puis quand on va servir le plat qui va bien à la température qui convient, au moment qui convient, avec les gens qui conviennent aussi, hein, parce que le vin ça se partage aussi dans une communauté, ben là on s'aperçoit effectivement que là il y a une révélation qui se passe. Donc là, aromatiquement parlant, est-ce que sont plutôt des notes fruitées, ce qui peut paraître logique puisque le raisin c'est quand même un fruit au départ, hein. Est-ce que ce sont des notes florales, parce qu'on en a souvent dans le vin blanc? Est-ce qu'il y a des notes épicées? Est-ce qu'il y a des notes... merci beaucoup. Donc il nous reste une dizaine de minutes, donc vous pouvez voilà, poser encore les questions qui vous conviennent et on va avancer sur cette petite dégustation. Donc voilà, il y a toutes différentes familles aromatiques qui permettent effectivement de chercher un peu et d'essayer de trouver quelques repères aromatiques. Donc ici, par exemple, moi, je retrouve un côté fruit assez mûr, des notes florales également un peu printanières, une petite touche légèrement épicée qui fait penser un petit peu à des arômes légèrement poivrés, par exemple, mais plutôt de poivre blanc, hein, donc assez aérien. Voilà, il y a une certaine subtilité aromatique qui est très agréable. Une fois, ce que je vous propose pour pouvoir essayer de comparer, c'est avant de goûter, c'est d'aller prendre le deuxième verre. Et vous allez bien sûr pouvoir déjà voir que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais la couleur est très différente, on l'a déjà analysé tout à l'heure. Quand on le fait tourner, on voit que les larmes ici sont plus visibles. Enfin, moi sur mon verre c'est le cas en tout cas, que sur le premier verre.
donc on a une lecture de ces fameuses larmes, cette différence de densité entre l'eau et l'alcool. Hein. Au plus les larmes sont visibles, au plus elles sont épaisses et marquées, au plus le vin est issu de raisins plutôt assez solaires, et du coup avec un niveau d'alcool qui peut être légèrement supérieur. S'il n'y a pas de larmes du tout, c'est un vin qui effectivement peut alcooliser, sachant que celui-ci, habituellement, on est toujours autour de 14 degrés. Ça peut être un peu moins, 13-14 degrés sur les blancs du sud de la vallée du Rhône, c'est en général le cas souvent. Et comparé, aromatiquement parlant, effectivement, le deuxième verre, alors l'intensité aromatique, est-ce que dans le deuxième verre, vous la sentez plus intense que dans le premier ou moins intense que dans le premier? On va faire un petit test. Ceux qui pensent que c'est, enfin, ceux qui ressentent d'une façon plus intense le deuxième peuvent lever la main, par exemple. Plus intense le deuxième peuvent lever la main. Non? C'est plutôt plus intense le premier, donc c'est ça? Plus intense le deuxième, plus intense le premier. Donc, en tout cas, est-ce que vous sentez une différence d'intensité entre les deux? Parce que c'est ça la question. C'est pas de dire quel est le vin, mais c'est déjà que vous soyez, voilà, que vous sentiez effectivement cette différence. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'au niveau aromatique, les parfums, du coup, compte tenu de l'intensité, même si là il faut moduler le propos par rapport au fait que les deux bouteilles sont d'évolution différente, mais effectivement, moi je trouve que même si l'intensité dans le premier concentre davantage, donc on a peut-être cette intensité un peu plus marquée, je trouve que la complexité est souvent amenée par ce verre, effectivement, qu'on appelle le macaron. C'est pas juste pour faire une référence à Pierre Hermé, Dalloyau, Fauchon, etc., les rois des macarons ici en France, mais c'est juste parce que vous voyez qu'il y a deux sphères comme ça qui sont superposées les unes sur les autres, et ça, effectivement, ça rappelle un petit peu la forme du macaron. C'est la raison pour laquelle nous avons baptisé ce verre le macaron, ce qui permet d'avoir une sorte de double chambre d'oxygénation. Et même si vous avez l'impression que dans un premier temps, aromatiquement parlant, mais peut-être que ça sera différent pour le vin rouge qui arrive dans une seconde, j'espère qu'on entend savoir le vin rouge, mais en tout cas, même si on n'a pas le vin rouge, déjà vous apercevez la différence ici. Il y a une double oxygénation, donc à terme, quand le vin prend un peu de température, souvent l'intensité aromatique finalement devient plus intéressante et supérieure ici, par rapport au côté un petit peu plus réduit du premier verre, même s'il a ses vertus également. Ensuite, dernière phase, importante aussi, hein, c'est la dégustation. Donc c'est un peu la récompense, pour ceux qui aiment ça, de goûter le vin effectivement au niveau du palais. C'est bien de regarder, c'est bien d'analyser les parfums, mais le vin, c'est quand même une boisson qui se goûte. On parle de mâche en bouche, quand on mâche un petit peu le liquide. Et les accords mets et vins se font sur l'histoire, les terroirs, un vin issu du même terroir que la spécialité régionale, le plat, le produit, etc. Elle se fait, pourquoi pas, sur des relations aromatiques qui fonctionnent, mais le repère, il est surtout gustatif. Un plat, on le mange. On ne profite pas que des parfums quand il arrive. Hein. Ensuite, on a envie de manger déjà pour se nourrir, mais aussi parce que c'est une bouche que l'histoire se passe pour l'essentiel. Et c'est la même chose pour le vin. C'est beau, ça sent bon, mais est-ce que le goût vous convient? Et le goût, c'est essentiellement au niveau du palais que ça se passe, d'accord? Donc je vous invite à goûter une petite larme, hein, et vous avez des crachoirs devant vous qui vont vous permettre effectivement de recracher le vin à cette heure-ci. Et prenez-en une petite goutte, et puis on en parle dans un instant. Donc là, je vais juste attirer votre attention. Quand vous faites un morito, remplissez le bien de glace. Donc vous avez encore en mémoire ce premier goût. Je vous invite à prendre le deuxième verre, d'accord, et de faire la même expérience pour qu'on puisse comparer ensuite nos informations. Après, à la maison, vous pouvez mettre du vinaigre. Quand vous faites un azote, Tout le monde a fait l'expérience des deux. Est-ce que vous avez senti une perception un peu différente dans cette comparaison? Oui, non, c'est pas obligé. Hein. Est-ce qu'en prenant en bouche, vous avez senti effectivement quelque chose de différent? Moi, personnellement, oui, mais en même temps, je suis tellement habitué à comparer que effectivement, je sens. Qu'est-ce qui est différent? Est-ce que vous avez senti, par exemple, sur le deuxième vin, ce côté coulant du vin? Une sorte de vague caressante qui descend dans votre palais?
Dans le premier, on avait une projection du vin. Vous pouvez revenir hein, sur le vin pendant que je parle, là, pour mettre ça en tête. Mais effectivement, l'arrivée en bouche du vin, au-delà du geste, et si vous changez en plus la position de vos mains sur le verre, ça va accentuer encore ce phénomène, mais vous avez une vraie différence. Ici, comme je dis, c'est assez technique, c'est un peu plus violent, le vin est projeté sur la bouche. Là, c'est plus caressant. Le vin vient couler effectivement sur la bouche différemment. Donc, ce n'est pas complètement le même message. Ensuite, en bouche, il est important pour vous de savoir qu'il y a trois parties à analyser. Il y a les lèvres et les dents. C'est ce qu'on appelle l'entrée en bouche, évidemment. C'est la porte d'entrée de votre palais. Donc là, vous avez plein d'informations sur la fraîcheur, sur l'onctuosité, sur la netteté du vin, sur sa franchise, etc. Ça, c'est vraiment la première sensation sur eux. Ensuite, le vin arrive dans le palais. Et là, c'est le corps, c'est la matière, c'est la texture. Ce sont les fameuses saveurs fondamentales que vous connaissez, hein, le salé, le sucré. Les autres, c'est quoi? La mer, le salé, et même on parle d'umami aujourd'hui, également pour les fameux acides aminés dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, ces différentes sensations et ces différentes saveurs donc, sont importantes à analyser, mais c'est surtout l'équilibre. Et en faisant rentrer un petit peu d'air, vous avez aussi les vertus aromatiques. Vous avez non seulement des textures, mais vous avez des parfums au niveau du palais. Et ces parfums, ils sont dus à l'analyse du bulbe olfactif, qui est bien sûr ici au-dessus de cette partie-là de votre tête. Et ce bulbe olfactif, il est activé par l'oxygénation. Et c'est le phénomène d'oxygénation qui passe entre la bouche, le nez et la bouche, vous avez les cercles ouverts entre les deux, qui font qu'effectivement, on va pouvoir révéler des arômes. Ça, c'est la deuxième phase, et qui est très importante. La troisième est aussi importante, c'est que vous avez fini de goûter le vin, de boire plus exactement le vin, ou de le recracher, vous continuez à avoir une sensation en bouche. Cette sensation, on appelle ça la persistance aromatique intense, elle est plus ou moins intense d'ailleurs, la longueur en bouche, la rétro-olfaction également, qui est un phénomène aromatique qui permet d'aller capter les derniers arômes particuliers et de pouvoir prolonger effectivement le plaisir de la dégustation. Vous l'avez goûté, vous l'avez bu, et finalement il est encore présent. C'est extraordinaire. Il a toujours plus d'histoire à nous raconter. Mais c'est pareil pour un plat. C'est pareil pour voilà, tout ce que d'autres types de boissons ou de nourriture. Ça reste un peu imprégné. Évidemment, ça transmet. Et le vin, au plus sa longueur est importante, au plus son potentiel aussi de garde est important. Quand vous goûtez un vin jeune qui passe assez vite, vous dites ok, c'est bien, mais il va falloir le boire relativement vite. Si vous avez effectivement un vin avec une longueur en bouche suffisante, vous avez effectivement l'espoir, en tout cas la sensation, et l'information comme quoi ce vin va pouvoir se garder effectivement un petit peu plus longtemps. Voilà un petit peu cette expérience que je souhaitais faire avec vous. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps malheureusement de le faire goûter le rouge, mais je pense que l'expérience sur le blanc était déjà très intéressante. Donc je vais goûter le rouge à vos collègues tout à l'heure. Enfin, une expérience complémentaire un peu différente, mais amusez-vous à faire ça au-delà de ce que l'on vient de faire aujourd'hui. Vous pouvez répéter cet exercice, je vous dis tout à l'heure, avec qui vous le souhaitez. C'est toujours assez pertinent. Et puisque nous sommes là et que vous êtes aussi, pour un certain nombre, ayant cuisinier, plutôt sommelier ou en service, par exemple, avec ce vin, est-ce que quelqu'un aurait une idée de savoir sur quel type de plat on pourrait le servir? Est-ce que ça vient voilà, à quelqu'un l'envie de s'exprimer sur un accord baiser-vin éventuellement possible? Est-ce que quelqu'un a une idée, jeune homme? Oui, exactement. C'est une bonne base, j'allais dire, exactement d'accord. Sur les blancs, les poissons va bien. Est-ce que, alors, une autre petite question qui peut être sympathique, puisque vous avez goûté les deux vins, vous avez vu que l'évolution à la fois aromatique et gustative n'était pas la même. Plus de fraîcheur ici, plus d'onctuosité ici, à la fois accentuée par le verre, mais déjà par le vin lui-même. Est-ce que ces deux vins poseraient le même type de poisson, par exemple? C'est pas sûr, hein, parce qu'on a deux vins tellement différents que c'est pas nécessairement le même plat. Sur le premier, servi ici avec sa fraîcheur et son côté un petit peu plus acidulé, je pense qu'effectivement les poissons peuvent très bien aller globalement. Hein. Poissons pour bouillon, poissons juste au four, etc. Si on a ici ce vin à servir, on peut prendre le même poisson mais le cuisiner différemment, par exemple. Si vous le faites griller ou à la plancha,
vous allez retrouver un petit peu plus de croustillant, un peu plus de concentration des chairs, un côté un peu plus rôti. Et pour le coup, on va pouvoir être plus en raccord avec ce vin qui a un côté, lui aussi, un peu plus rôti, concentré, un peu plus marqué sur la matière et sur l'évolution. Donc vous voyez, c'est juste en changeant la cuisson, finalement, vous pouvez nuancer les deux, pour qu'effectivement l'accord soit un peu plus pertinent également. Voilà, mais, pardon, il n'y a pas que les poissons qui peuvent aller, les fromages, par exemple. Les fromages de chef, c'est magnifique, sur la plupart des vins blancs et dans la vallée du Rhône, mais aussi, il y a un fromage très célèbre dans la vallée du Rhône qui s'appelle le picodon, qui est un fromage également de grande qualité qu'on produit à la fois entre la Drôme et l'Ardèche. Il y a et plus au sud encore en Provence, il y a d'autres types de fromages, chez Fromage d'ailleurs, mais des fromages plutôt frais qui peuvent être extrêmement pertinents avec ça. Voilà, on a fait une entrée, un plat, un fromage, le dessert, je vous laisse aller. On va rendre l'antenne maintenant, il est l'heure. Je remercie d'abord tous les gens qui nous ont suivis à distance pour leur présence et leur assiduité, puis vous tous ici, dans cette salle du lycée Albert Denein, du lycée Guillaume Tirel, qui êtes présents ici aujourd'hui, et c'est un honneur de partager ce moment avec vous grâce à la rencontre des chefs de demain. Voilà, je rends l'antenne, il est l'heure, merci à vous tous, et merci à nos amis sommeliers de Guillaume Tirel de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette petite leçon de goût et de saveur pour bien démarrer cette journée. Bonne journée à tous.